Bonjour, chers amis. Je suis pas de bonne humeur là aujourd'hui. Il y a des moments où on est très fâché après ses patients. Et quand votre premier patient de la semaine, premier patient du lundi matin à 9 heures vous énerve, ça peut vous gâcher la journée. Et si vous avez une journée déjà gâchée le lundi, vous comprenez qu'il n'y a pas trop de motivation pour toute la semaine. Là, je vous fais ce petit direct entre deux patients parce que c'est important. J'ai vu une dame tout à l'heure qui vient pour un bilan cardiologique. À la suite, dans le dossier médical envoyé par mon hôpital où elle a été prise en charge, on lui a demandé de voir un cardiologue en ville pour la suite de la prise en charge. C'est marqué arrêt cardiaque. C'est marqué arrêt cardiaque. Bah, elle dit que oui, non, c'était presque ça et tout. Mais en fait, c'est une dame, euh, je vais vous dire, quel âge elle a. 57 ans. Dame de 57 ans qui se sent pas bien subitement et elle a une douleur de l'épaule. Ça, c'est mon côté gauche, effet optique. Douleur de l'épaule gauche et qui descend vers le bras. Subitement, douleur de l'épaule gauche qui descend vers le bras. Et après, elle a des sueurs. Elle se sent essoufflée. Fatigue, une fatigue générale. Elle n'est pas bien et elle va s'allonger. Et une personne qui était avec elle appelle les pompiers. Les pompiers appellent le SAMU. Le SAMU arrive, prise en charge, je voulais qu'elle est essoufflée. Prise d'oxygène, elle a peu d'oxygène dans le sang, donc une hypoxémie. On lui met un masque à oxygène, électrocardiogramme dans le SAMU et tout, et on la transfère dans mon hôpital, l'hôpital Montfermeil. Ben, heureusement, on est en France. Hein. Bon. On serait dans certains pays là, Branque-Ballant, vous comprenez que là, il faut plus penser à la mort qu'à autre chose. Donc, directement, au vu de l'électrocardiogramme, du tableau clinique, j'imagine que, j'espère que vous savez de quoi il s'agit. Douleur de l'épaule, ah, c'est quand même une localisation plus ou moins atypique. Parce que classiquement, c'est douleur à la poitrine. Alors, le malade vous dit que là, ça sert. C'est ça, normalement, la douleur, syndrome coronaire aigu. Mais il y a des localisations atypiques. Et ce n'est pas finalement très atypique, mais bon, douleur de l'épaule qui irradie au bras gauche. Je vous rappelle encore que là, c'est mon bras gauche qui irradie au bras gauche. Sueur, transpire. La sueur, déjà, c'est un signe de mauvaise tolérance. Donc, c'est vraiment une vraie crise cardiaque. Dyspnée, essoufflement. Donc là, c'est pas compliqué. C'est un syndrome coronaire aigu
c'est-à-dire un infarctus du myocarde, jusqu'à preuve le contraire. Évidemment, l'électrocardiogramme confirme ça. Elle est donc transférée directement en salle de coronarographie. La coronarographie, c'est l'examen qui permet d'opacifier les artères du cœur, les artères qui apportent le sang au niveau du muscle cardiaque, car le muscle cardiaque lui a besoin du sang pour après distribuer le sang dans tout l'organisme. Donc, la coronarographie est faite et l'objectif de lésions, ce qu'on appelle les lésions bitronculaires. L'IVA, antérieure, qui est la grosse artère qui va irriguer la partie essentielle du muscle cardiaque du ventricule gauche, est bouchée, enfin est sténosée, très rétrécie au niveau de la bifurcation avec une diagonale, la première diagonale. Et la coronaire droite également est très sténosée. Donc, l'angioplasticien, le coronarographiste, fait le pari de dilater le ventricule, enfin, la coronaire droite. Il laisse la coronaire gauche, donc l'artère ventriculaire gauche, pour être dilatée secondairement. Donc, elle a eu sa prise en charge le 29 septembre. Et elle vient me voir aujourd'hui. Alors, cette dame, quand elle arrive, on sent ça, déjà parce qu'il y a une petite odeur, mais même au-delà de l'odeur, moi, je sais dire si un malade fume ou il ne fume pas. Quand je vois un malade rentrer dans ma consultation, sa gueule, son faciès, je vous dis, fumer, n'est-ce pas? Elle me dit non. Et je pose la question, après avoir lu son dossier, je vais toujours dire, ouais, j'ai diminué. Je mets un paquet par jour, maintenant je suis à peut-être la moitié et tout. Je dis, madame, pourquoi vous êtes suicidaire? Qu'est-ce que la cigarette apporte? Attention, je suis en train de faire un direct pour pas qu'on. Voilà, c'est mon assistante qui m'amène un autre dossier de malade. Alors, la cigarette. Je veux bien que la cigarette, sensation de bien-être, de voilà, on déstresse avec ça, on je sais pas trop quoi. Merde, donc la cigarette, déjà, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Cette dame-là, à distance, puis la cigarette. Et moi, je ne comprends pas comment les hommes supportent les femmes qui fument. Comment les hommes supportent les femmes qui fument. Moi, je ne peux pas supporter une femme qui fume. Vous pouvez être... quelle est la plus belle femme du monde là? Dites-moi là. La plus belle femme du monde, c'est qui? Vous me donnez même la plus belle femme du monde. Qui pleut. Ça pue, ça dégage. Je vais t'embrasser comment? Non, cette femme, ça dégageait. Donc, elle me dit même que j'ai diminué. Diminué quoi, disons. Elle a toujours son paquet, voire même peut-être deux. Une dame qui a fait un arrêt cardiaque, d'après le compte rendu opératoire que je vois. Mais dans tous les cas de figure, elle-même, tel qu'elle vous décrit sa crise, c'était un infarctus du myocarde clinique 3. Là, je parle aux médecins, aux étudiants en médecine. Allez relire vos bouquins, allez savoir la classification de Kilip sur les complications de l'infarctus du myocarde. Complications infarctus du myocarde, classification de Kilip. C'est-à-dire qu'elle était dans un état de choc cardiogénique.
Parce que elle avait la tension qui avait baissé, elle était en sueur, voilà, sueur, tension baissée, dyspnée suffocante, voilà, elle était en état de choc peut-être modéré, mais en état de choc. Et d'ailleurs, là, on dit arrêt cardiaque. Parce qu'elle a fait vraiment un arrêt cardiaque, parce que bon, là aussi, parfois, on peut être un peu léger dans la précision diagnostique, mais peu importe, c'était quand même un infarctus mal toléré. Un infarctus avait un sus-décalage du segment ST. Ça encore, parce que moi, mes enseignements que je fais sont mixés pour les spécialistes, enfin pour les professionnels de santé, mais également pour la population générale. Donc, chacun prend ce qu'il peut prendre dans ce que je dis. Voilà. Alors, donc, infarctus du myocarde sévère avec lésion bitronculaire de deux grosses artères du cœur. Elle a même la chance qu'elle a été revascularisée. Donc, on a ouvert déjà une artère. On va ouvrir la deuxième. Elle a rendez-vous je crois, le 13. Le 13 octobre, mon collègue va lui faire la deuxième angioplastie, donc ouvrir la deuxième artère. Donc, c'est sérieux. Elle fume, elle continue à fumer. Le tabagisme est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus puissants. Il peut provoquer un remodélage de l'endothélium. L'endothélium, c'est cette tunique qui tapit en fait l'intérieur des vaisseaux. Avec l'accélération du processus de l'athérosclérose, la mauvaise graisse qui arrive avec des éléments figurés du sang qui va entraîner des plaques d'athérome, une chape fibreuse, et qui va grossir, grossir, grossir. Et certains facteurs peuvent entraîner donc la lésion de cette plaque et en fait la sortie des éléments qui vont permettre l'agrégation plaquettaire et les plaquettes. Donc, ce sont ces éléments figurés du sang, les thrombocytes, qui vont constituer l'élément qui va aller boucher une artère en aval. Et le sang ne va pas passer. Si le sang ne passe pas, tout ce qui est de l'autre côté de l'artère bouchée, ben, tout ce qui est, c'est-à-dire le tissu myocardique, ne va pas être irrigué. S'il n'est pas irrigué, il va mourir. On va provoquer une nécrose du myocarde. La nécrose du myocarde, c'est ça l'infarctus. Et le malade ressent ça comme une douleur, la crise cardiaque. Le tabagisme est un facteur accélérateur de ce processus. Et quand on vous a soigné, on a ouvert l'artère, on a déposé un ressort qu'on appelle un stent pour écarter l'artère. Ce stent-là qu'on met est fragile. C'est un corps étranger. Et comme tout corps étranger, l'organisme a toujours tendance à vouloir rejeter ça. C'est pour cette raison qu'on donne aux malades des médicaments qu'on appelle les anti-agrégants plaquettaires pour ne pas que ce stent-là puisse thromboser. C'est que les plaquettes n'arrivent pas là encore et entraînent une thrombose de ce stent. Donc, on donne les anti-agrégants plaquettaires. Et le problème, c'est que on vous donne les anti-agrégants plaquettaires, mais vous fumez, vous continuez à fumer. C'est-à-dire que la cause ou alors l'un des facteurs accélérateurs est toujours là, mais ça veut dire que vous allez courir le risque de thromboser votre stent. Donc, on aura fait un travail pour rien. Et vous savez combien ça coûte? Faire une angioplastie, une angioplastie, prendre en charge même déjà le SAMU, on appelle le SAMU. Voilà, vous êtes à l'hôpital, vous êtes en soins intensifs, le personnel médical, les médecins, les infirmières et les aides-soignants qui s'occupent de vous, on vous met des scènes et tout. Nous sommes dans un pays enfin, médecine des riches. Donc, on n'est même pas, moi, je ne sais même pas combien ça coûte, tout ça. Là, on fait ça, mais moi, je ne connais pas les prix. Mais entre une prise en charge comme ça, là, on va être dans les 10 000 euros.
10 000 euros. 3 jours d'hospitalisation, voire plus, s'il y a des complications et tout. On est dans les 10 000 euros. 10 000 euros pour qu'une dame continue à fumer, elle me dit, non, elle a diminué alors qu'elle fume toujours. La cigarette apporte quoi? Cher patient. Déjà, un, ne fumez pas. Deux, si vous fumez et que vous avez déjà un cancer des bronches, un cancer pulmonaire, un infarctus du myocarde, un AVC, vous fumez. Sauf si, en fait, vous voulez mourir. Maintenant, si vous voulez mourir, mais vous, et puis vous partez. Vous ne plombez pas sécurité sociale, c'est-à-dire le pot commun, en fumant. Moi, j'ai une collègue neurochirurgien. Elle dit que, mais moi, les malades qui fument, je ne les opère pas. Parce que les fumeurs font plus de complications post-opératoires que les non-fumeurs. Les fumeurs font plus de morts subites cardiaques que les non-fumeurs. Ah, mais je prends les patchs, je truc et tout ça. Non. Vous avez un truc comme ça, vous avez frôlé la mort. Et j'ai été cette histoire. Voilà une dame. Là, elle va encore se faire dilater le 13, là, dans quelques jours. Encore, hospitalisation, on lui met des scènes, machin, truc. Elle plombe encore peut-être 7 000 euros à sécurité sociale. Moi, je crois que, et ça, il va falloir mener cette réflexion auprès de l'ordre des médecins, du ministère de la Santé publique ici en France, pour que les fumeurs qui ont fait une complication et qui continuent à fumer ne soient plus dans le 100%. Parce que ici, là, à partir du moment où vous avez une, une maladie chronique lourde qui rentre dans le ALD, affection de longue durée, vous ne payez rien. Vous n'avancez même pas de frais. Vous êtes pris en charge par la société. Vous faites 1 million d'examens, 1 million d'hospitalisations, vous n'avancez rien. Non, 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 il faut que on sorte de ce privilège pour les fumeurs. Oui, ALD, c'est soit, Benoît, affection de longue durée. Je ne sais pas si j'ai dit autre chose, donc par contre, on parle, on ne s'entend pas et on ne sait pas ce qu'on a dit. Mais en fait, effectivement, ALD, affection de longue durée, le diabète, euh, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires chroniques, les cancers. Il y a une liste de maladies comme ça qui rentrent dans l'ALD. Vous faites rien. Vous partez à l'hôpital, vous appelez l'ambulance ou machin, tout là et tout, ben, vous ne payez pas. Pas ça. Oui, c'est aussi ça la beauté d'un pays qui a pensé que la santé est prioritaire. Un pays qui n'offre pas à sa population des soins de santé les plus faciles et les plus euh, utiles, les plus performants possibles. C'est un pays qui est voué à ne pas progresser, ne pas se développer. Car on ne peut pas se développer si on n'a pas la santé. On ne peut pas bien travailler si on n'a pas la santé. Donc, la sécurité sociale française a fait le paquet, mais elle a un déficit créable parce qu'effectivement, il y a des débordements, il y a des abus, il y a plein de choses et tout. Donc, parmi lesquels il y a ça. Il faut lutter contre ça. Il faut que le législateur légifère sur cette question-là. Un fumeur, bon, tu fumes, voilà, écoute, dès que tu fumes, tu rentres dans une maladie compliquée, tu es tout pris en charge. Si on constate que tu continues à fumer, allez, fais sauter l'ALD. Quand tu vas sortir, commencer à sortir l'argent, même si après tu es remboursé, et toi encore, il faudrait que tu aies la mutuelle
pour être remboursé en totalité. Si tu n'as pas la mutuelle, bon, voilà, tu vas être juste remboursé la part de sécurité sociale, mais les 30 autres pourcents, mais 30% de 10 000 euros, vous savez ce que ça veut dire, non? Si vous devez avancer, si vous avez la mutuelle, que vous devez, par exemple, avancer à l'hôpital, vous n'avez pas avancé. Là encore, euh, en clinique peut-être. Mais il faut faire quelque chose. Il faut vraiment euh, un signal fort qui va dissuader tous ces fumeurs-là. Elle m'a gâché ma semaine, dis donc. Allez, salut les gars. À bientôt. Pourquoi les États continuent à vendre des cigarettes? Ah, ça, c'est une autre question, peut-être un peu plus complexe. Pourquoi les États continuent à vendre les armes? Hein, Benoît, pourquoi les États continuent à vendre les armes? Parce qu'on posera aussi la même question. Pourquoi il y a les armes? Pourquoi on fabrique les armes et on les vend? Et là, à titre individuel, si les gens cessaient de fumer, ben, je pense qu'il y aurait plus de cigarettes. Ou si tous les malades cessaient de fumer. Allez, je vois mes malades. À bientôt.